Chère demoiselle Marie, voici bien des années que je n'ai eu le plaisir de vous lire. Les événements si tragiques nous ont tous séparés. Heureusement que le calme revient ou à peu après tant de douleurs. Je suis bien malade depuis quelques mois, l'âge sans doute, et aussi une nouvelle blessure qui m'est survenue lors d'un petit bombardement dont nous avons souffert. J'ai eu la grande douleur aussi de perdre ma pauvre maman en mars dernier. Elle avait beaucoup souffert de la guerre, séparée de tous ses amis. Elle était pourtant si courageuse. Et de votre côté, que devient monsieur votre père? Voici bien du temps que je n'ai lu de livres nouveaux de France. Vous occupez-vous toujours de littérature et de traduction italienne et anglaise? Et mademoiselle votre sœur est-elle toujours attachée à ses travaux astronomiques? Nous avons bien souvent pensé à vous deux. J'espère que vous pourrez bientôt venir nous voir à Copenhague, nous raconter tout ce qui s'est passé depuis si longtemps. Je suis si souffrant que je ne crois pas pouvoir voyager avant longtemps. Nous avons été bien privés de livres et de journaux français. Que publient à présent Flammarion et Grasset, et Robert, et la Nouvelle Revue Française, et Gide en particulier. De nombreux amis ici sont avides de se retremper aux lettres françaises. Donc, toutes mes bonnes et respectueuses amitiés, chère demoiselle, pour vous et votre sœur, et j'espère que cette lettre, après un si long et si lourd orage, vous trouvera toutes deux en bonne santé. Lucien Courcial, Copenhague. Chère demoiselle Marie, pensez si je suis heureux de recevoir enfin votre première lettre. Combien se sont donc perdus? Que je suis heureux aussi de vous savoir et votre famille saine et sauve. L'on fait dans notre condition le tour de son cœur plusieurs fois par heure, et depuis tant de mois. Il n'est guère de minutes où je n'ai pensé à vous depuis tant de jours et d'années presque. J'ai pensé aussi énormément à Bobby, à sa maladie. Je suis bien heureux qu'il soit hors de danger, qu'il se remette vite au travail. Rien ne peut vous faire imaginer combien j'ai été malade. Déjà si souffrant, toute l'année a été atroce, non pas une mort, mais 1000, et quel supplice encore! Je souffre énormément de la tête. J'ai été heurté en chemin de fer. Je vis dans un cauchemar. Je ne sais comment je peux vous peiner, moi qui ne pense qu'à vous faire plaisir. Quelle vie me prêtez-vous, mon Dieu, moi qui ne vis que par miracle et dans le cauchemar de chaque minute? On a béatifié des gens qui n'avaient point souffert mon malheur. Vous ne savez pas comme votre souvenir m'a aidé tout à travers cette atroce maladie. Je ne sens plus mon bras. Je vois l'hiver s'approcher avec horreur. Écrivez-moi, je vous prie, bientôt, et ne me faites plus, vous aussi, de peine. Courcial. Cher ami, je reçois à l'instant votre lettre du 30 août. Le fil m'a l'air tout à fait renoué, enfin, il me semble. Cette sensation de rideau de fer et de feu entre vous et votre passé, et votre sœur, en somme, est bien la plus atroce qui soit. Et Dieu sait si nous l'avons éprouvée. Très bien, bravo pour Copenhague. J'espère bien vous voir arriver ici toutes les deux bientôt. J'avais déjà posé quelques jalons du côté astronomique, précisément pour votre sœur. Je crois bien que Copernic était de Copenhague. Il est donc tout naturel. Courcial est plein d'idées. Je ne peux vous en vouloir. Dans l'absence, l'imagination fait tout et elle est faible pour ce qui nous concerne. Vos lettres me donnent l'impression d'une personne qui entre au spectacle pendant le 4e acte. Pas trop tragique, ma foi, mais elle ne sait rien des 3 actes précédents. Elle les imagine à sa guise. Et sa guise est plutôt badine. Ah, si vous connaissiez les 3 premiers actes! Nous en parlerons un jour. Nous les écrirons peut-être. Ce n'est pas du tout ce que vous imaginez, j'en suis persuadé dans tous les cas. Dante aussi, dans un sens, était un petit rigolo. Ne concluez rien, n'imaginez rien. Vous verrez. J'aurai évidemment beaucoup de travail ici à vous demander.
J'ai sauvé mon pantin d'eux. Dans quelles conditions miraculeuses. J'ai sauvé mon chat Bébert. Je n'ai pas sauvé beaucoup mon bras, qui, vous pouvez le voir, me refuse à présent tout service. Et mes yeux. Je suis très triste de ne pas être avec vous là-bas. Tâchez de venir me voir ici toutes les deux. Vous me ferez un immense plaisir. Quelle joie! Affectueusement, H. Courcial. Cher ami, vous pensez si vos 2 lettres reçues ce jour m'ont bouleversé. Ma pauvre mère, elle me hante, je ne pense guère à autre chose. C'était elle la plus faible, la plus innocente, elle a payé pour tout le monde. C'est un véritable martyr. Je me repens effroyablement de ma dureté envers elle. La vie m'a été atroce aussi, mais quand même, je ne pense plus qu'au Père-Lachaise et à me retrouver bientôt avec elle. Je l'ai dit depuis le tout début de cet abominable, invraisemblable périple. Je la vois encore nous quittant comme un pauvre chien congédié au coin de l'avenue Junot. Mais que pouvais-je faire à ce moment? Je vous dis, ma bonne amie, que j'ai passé par de tels supplices, point littéraires, hélas, mais textuels, que souvent je ne me reconnais plus. Vous avez été à Saint-Malo, vous ne m'en dites rien. Qu'est devenu l'hôtel Franklin? Il m'a été affirmé que la ville avait été rasée. Qu'en subsiste-t-il? J'avais tant de souvenirs et d'affection là-bas, et d'amitié, que je souffre de cet éloignement, vous ne pouvez croire. C'est un martyre de chaque minute d'être éloigné de tout, et de vous aussi, vous le savez bien. Je ne sais pas être personnel. Auriez-vous la gentillesse extrême d'écrire un petit mot pour renouer les relations avec une vieille et très bonne amie, ma propriétaire à Saint-Malo, Madame Marie Le Bannier, au bon soin de Maître Gonon, avocat, quai Lénec. Je ne sais ce que la malheureuse est devenue dans la tourmente. Maître Gonon est une personne très amie, mais front populaire, etc. Vous pourriez donc demander d'abord à Maître Gonon, quai Lénec, à chercher sur le téléphone le numéro du quai, ce qu'est devenu et adresse de Madame Le Bannier. C'est une amie de 30 ans. Quand j'étudiais à Rennes, exactement la maîtresse de mon ex-beau-père. Vous voyez déjà, voyez-vous, tout un travail très important. Je n'ai pas ici un seul exemplaire de Pantin 1. Vous pourriez en demander un à Georges, qui en a certainement en réserve, et vous me l'enverriez. Je vous donnerai l'adresse à Paris de l'expéditeur. Je suis si fatigué que j'ai peine à former mes lettres. Peut-être pourriez-vous téléphoner aussi à Bonvilliers, mon ami ou sa femme à Paris, pour savoir s'ils ont reçu ma lettre. Pantin 2 avance, mais quelle fatigue! Je vous raconterai par quel miracle il s'est sauvé de la mêlée des 3 plus furieuses armées du monde. L'aventure de loin, cher ami, c'est toujours de l'aventure. De près, c'est du somnambulisme atroce. Bébert le chat est passé comme le manuscrit dans plus d'obus qu'il ne faut pour faire un maréchal de France. Et vous ne me dites rien de Saint-Malo. L'Abordage, la maison ancienne, musée de Duguay-Trouin, existe-t-elle encore? La rue Saint-Vincent. Bobby va me commettre des imprudences. Son impétuosité est légendaire. C'est son côté très sympathique et aussi fatal. Je voudrais retrouver toute ma gaieté. Je ne peux plus. Le cauchemar a mangé la vie et la gaieté. Votre lettre m'ahurit de complications sentimentales. Je suis plus simple, Marie, et plus vieux aussi. Le temps de tout ceci est passé chez moi. Trop d'épreuves et de maladies et de travail et d'angoisse et d'années m'ont massacré dedans et déçu. Je n'ai plus d'accalmie que dans la médecine et le racontage de mes petites histoires. Vous demandez à un mutilé des 2 bras de jouer aux boules. Ce n'est pas très charitable. Tout ceci est beaucoup plus simple que vous l'imaginez. Il n'y a rien où vous imaginez tout. Il n'y a qu'une tristesse de vous voir si compliqué et que vous ajoutez encore à mon souci. Il faudra que vous veniez, bel ami, pour chercher le manuscrit. Je n'ai pas de machine ici, ni de dactylo.
Il faudra surmonter toutes vos répugnances. Que pourrais-je vous dire? Je parle de vous sans cesse, et j'ai parlé de vous en telles circonstances, mon Dieu, si vous saviez. Je vous ai rendu légendaire de toutes les qualités de stoïcisme, de talent de mâle entreprise, et vous me déroutez à présent par un cataclysme de chagrin absolument sans motif. Allez, bien affectueusement, et vite une lettre, et 1000 détails. Je ne respire que par vos lettres. H. Courcial. Chères demoiselles et amis, je reçois ce matin votre lettre du 19 septembre. C'est merveilleux. Comme je suis heureux que nos relations soient à présent renouées. C'est un peu de vie qui m'est rendue. Ce que vous me dites de l'institutrice m'amuse et m'intrigue. Quelque temps avant mon départ, une institutrice de cet endroit m'a écrit une lettre très aimable. Elle se prénommait Céline. Elle s'était donné le mal d'aller conduire une petite enquête, rampe du pont où je suis né. Elle m'avait même appris que j'étais né au 12 et non au 8, ou vice-versa. Et elle avait retrouvé une personne qui avait connu ma pauvre mère, 1894. Il serait curieux que votre institutrice soit aussi la mienne, et qu'elle eût par les événements si bien changé d'opinion. C'est du moins ce que j'ai compris. Je vais, j'espère, vous donner à Paris une adresse de messagerie pour le Danemark où je vous demanderai de porter et de me faire envoyer un pantin, et s'il est enfin imprimé, un scandale et un dictionnaire franco-anglais. L'anglais est ici la langue d'échange. Le danois est impossible pour l'étranger. C'est la plus difficile des 3 langues scandinaves. L'accent est hermétique, spasmé, hoqueté. Rien ne se prononce comme l'écriture, et de très loin. Strobi et Gede fait, par exemple, Strobeuse. Vous êtes cloué au premier mot. Il faut être né ici. En soi, c'est une langue germanique. Les mots viennent de l'allemand, il me semble, dans 80%. Et de l'anglais, 10%. Scandinave, 10%. Seulement, le tout en marmelade absolument incompréhensible. La grammaire est des plus simples. Les déclinaisons n'existent pour ainsi dire pas. Inutile de vous dire que je n'ai pas appris 3 mots de danois. D'ailleurs, tout ce qui n'est pas français me donne un très vif et immédiat chagrin. Je suis partial. La vie est charmante ici, les gens très aimables, mais coûteuses les choses. Le prix du marché noir à Paris. Il y a de tout, mais lorsqu'on ne gagne pas un sou, la question du vêtement est tragique. Renouez d'abord les relations avec Madame Le Bannier. Ne donnez point vos motifs à Maître Gonon. Comme toutes les avocates, elle est trop curieuse. Je n'ai plus eu de nouvelles de mon bon Serrouille. Qu'est-il devenu, grand Dieu? Et son histoire de Clichy? Ne pouvez-vous lui donner un petit rendez-vous? Je voudrais éventuellement, ce n'est pas pressé, que vous ayez la bonté de consulter le recueil des conférences des Annales entre 1930 et 1940, et d'y lire une conférence, 2 ou 3, de Giraudoux, où il parle des problèmes de l'émigration. Il y a là des passages gratinés qui contrastent singulièrement avec sa propagande ultérieure. Il y fait même, je crois, profession d'un certain antisémitisme. Vous serez gentil de me copier les meilleurs passages. Je voudrais m'en revigorer pour la bataille. Donnez-moi des nouvelles de Saint-Malo, du Franklin. Je saurai par Maria Le Bannier le reste. Hélas, si elle est en vie, lorsque vous verrez Serrouille, veuillez donc lui demander ce qu'est devenue Mademoiselle Damas. Nous nous apprêtons à passer un hiver sans feu dans un appartement sous les combles. La sciure marche-t-elle toujours bien? Pouvez-vous vous nourrir? Je vois qu'Elsa est à Moscou avec son mari, triomphal. Tout cela est excellent, je présume, pour Bobby, mais il pourrait y avoir par là de tragiques retours. Oh, ne pas s'occuper de ce qui ne vous regarde pas.
Avec les relations que vous avez dans la haute science moléculaire, j'espère que bientôt vous allez vous chauffer d'un atome ou d'un demi, bien affectueusement. HC. Je ne peux point dire que le danois soit désagréable à écouter, comme l'allemand. Il est plutôt agréable à entendre, mais pour le comprendre. J'ai entendu dire qu'Ajalbert avait été très malade. Sans doute Bobby a-t-il de ces nouvelles précises. J'ai reçu un coup sur la tête qui m'a chahuté la vision d'une façon pas ordinaire, que j'en suis encore à la fois abruti et ébloui. Je vous ai envoyé ce matin une lettre pour vous demander les 2 ballets, Naissance et Virginie. Je reçois votre lettre à l'instant où je vous trouve si triste et si chagrine de ne pouvoir m'aider davantage. Mais vous m'aidez énormément. Je ne demande rien d'autre, c'est parfait. Surtout ne vous exposez en rien. Ce serait bête et catastrophal. Ainsi, très bien. J'ai compris pour la diversité. Évidemment, il est très difficile de vous narrer les fastes de cette aventure. Mais vous me faites l'impression d'une petite fille qui me dirait « Dieu, comme ce serait affectueux et touchant d'avoir eu le choléra en même temps que vous. » Moi, je ne trouve pas. Tout ce qui me rappelle le choléra me semble atroce et monstrueux. Je ne vois pas ce que le fait de l'avoir eu ensemble peut créer de romanesque ou de romantique. Vraiment, non. Je préfère de beaucoup les personnes ou les amis qui ne l'ont pas eu. Vieillir de 100 ans en un an n'est jamais et ne sera jamais drôle. Je ne suis ni masochiste ni chrétien à ce degré. Mon pauvre petit chat Bébert a fait avec nous les innombrables nuits d'alerte dans la neige et le froid, immobile. Il paye ses prouesses actuellement d'une bronchite qui va peut-être l'enlever. Il n'aime pas ses souvenirs d'épreuve. Il fuit le froid autant qu'il peut. Il ne quitte pas notre maigre feu lorsqu'il s'allume. Il tousse loin du feu, c'est tout. Il n'a pas entendu parler des beautés de la douleur. Nous avons été vraiment saturés de tout ceci. J'ai accumulé du chagrin pour 1000 ans. Je voudrais revivre 3 vies rien que de rigolade. Non, vous ne pouvez rien m'envoyer sauf ces écrits que je vous demande, et c'est déjà très admirable. Rien n'est permis de sortir de France, et cela se comprend. Il y a de tout ici, mais à des prix impossibles. Impossibles lorsqu'on ne gagne rien. Les lettres vont aller bientôt encore plus vite. La ligne aérienne Copenhague-Paris va refonctionner. Actuellement, tout passe par Stockholm. Ce qui me prive beaucoup, c'est de ne pouvoir du tout pratiquer de médecine, même pas rôder à l'hôpital. Quand on joue les masques de fer, Bobby, je le vois déjà lancé, petit héros du maquis, Benjamin au combat, la collection d'enfants qu'il a toujours prémédité, et puis notre combat, dont la carrière, Dieu merci, n'est pas close, mais cette fois-ci humoristique. Enfin, la tribu mono est partout, là donc aussi. Ils ne relèveront pas la maison avec les triolets et les arceaux. Mais je n'ai pas envie qu'elle se relève aux frais de l'auteur que vous savez. Je m'étais toujours demandé pourquoi Bobby ne montait rien en Belgique, port traditionnel des navires pourchassés par les Simounes. Les élections nouvelles me semblent avoir mis en place le dispositif de furieux combats salivaires, mais qui se termine souvent bien plus mal. Encore n'est-il question de notre mort dans tout ceci. La bêtise à tête de bœuf est déesse. C'est la folle furieuse de ces temps. Je ne discerne pas très bien quelle situation vous offre Bobby. Il ne faut pas que cela vous tue de labeur. Vous avez évidemment toutes les envergures, mais tellement faciles à exploiter. De temps en temps, prenez donc aussi l'Humanité. C'est le plus haineux des journaux. Il donne, je crois, le là de l'époque. Prenez-moi aussi la Revue des Deux Mondes, si elle existe toujours. Je commence sans me gêner, mais B vous portera le nécessaire. Je crois que la vie est hors de prix aussi à Paris.
avec ses grèves partout. Voici une civilisation qui va expirer bien vilainement. Que le diable soit frit si je m'occupe encore des agoniques. Votre sœur chatouille-t-elle aussi les atomes? Il m'en faudrait bien un pour faire mon ménage. Il n'est pas très compliqué, comme le vôtre à peu près, et pourtant, il ne m'amuse pas. J'ai bien vieilli. J'ai fait bien rire autrefois en sifflant, bien affectueusement. D. Je voudrais bien récupérer un peu d'argent à ma banque pour vous aider. Cela doit être dur en ce moment. Je vais vous envoyer du lard, mais il faut une autorisation officielle. Et je suis assez spécial, vous vous en rendez compte, au point de vue officiel. Lorsque vous enverrez les livres et les partitions, faites-le directement à Maître Bartholin, Erfurt, Trolsgade 23. S'il y a quelque chose à signer, il signera, et puis il me remettra le colis. Je suis sur Pantin 2, la scène du tweet-tweet, qu'il a fallu tout ravigoter. Elle était molle. Tout Pantin 2 est d'ailleurs refait de fond en comble. Pour la bataille, j'achèverai sur un ballet comme d'habitude. Le ballet est fait déjà. Il a toute une histoire. J'ai un grand admirateur ici en la personne de Maître Dedekind, copropriétaire du Politiken. Homme très distingué, ingénieur très riche et qui a été 17 ans ingénieur dans le nord de la France. Cet amateur est très épris de mes livres, à tel point qu'il s'est mis sous ma tutelle à traduire en danois Le Voyage, qui sera peut-être ainsi enfin traduit en scandinave. Vous pouvez l'annoncer à Bobby. Plus piquant encore, ce monsieur D est ou fut le grand chef de la résistance danoise, en grande liaison avec les Anglais. Général du maquis danois, je ne pouvais mieux tomber. Mon avocat est l'homme qui m'a sauvé la vie, en quelle atroce circonstance, est M. Thorvald Mikkelsen, brigade 45 à Copenhague. Il saura toujours où je suis. Ils sont grands amis avec Dedekind. Ce sont des gens influents d'extrêmement bonne famille et de bonnes idées. Dedekind est le neveu de Brandes, ami d'Ibsen, qui eut une grande place dans la littérature internationale naturaliste au temps d'Ibsen. Mikkelsen est le frère du grand explorateur danois, encore actuellement gouverneur du Groenland. Mikkelsen est avocat, mais il est surtout banquier et protecteur des beaux-arts et des artistes en difficulté. Mais tout cet échafaudage, vous le comprenez, pour précieux qu'il soit, miraculeux et monté sur un ensemble de paradoxales complaisances, est cependant bien fragile. Mikkelsen était aussi un des grands hommes de la résistance. Ils sont tous les deux évidemment grands amis des Juifs. Je vous enverrai le ballet pour le faire dactylographier et garder par devers vous. Dedekind, qui est très farceur, essaie de le faire représenter ici à l'opéra, mais bien entendu, sous un anonyme, on s'amuse. Doit être rentré en fonction avec toutes les pompes et honneurs. C'est curieux comme le monde est arrivé à être admirablement composé. D'un côté, les monstres, les vampires, les chacals, les démons de tous les vices, tard, pustule, imbécilité et fripouillade, et de l'autre, les preux, les archanges, les libérateurs, les dons, toutes les lumières. La vie est facile, mais idiot aussi ceux qui ne vont pas toujours du côté du plus fort, quel qu'il soit, automatiquement. Dans une autre vie, je n'aurai plus d'ennui, je vous assure. J'ai pesé l'homme. Il ne vaut pas les 5 deniers. Écrivez-moi de grâce tous les 8 jours. Je ne vis que par vos lettres. Je ne suis pas ici. Je suis comme un scaphandre plongé dans l'eau d'exil avec un petit tuyau. Les voyages me semblent encore bien ardus à imaginer. La mécanique se remet mal en route. Vantons encore des voyages et des autres. N'en parle-t-on plus jamais? Vous serez gentil aussi de m'abonner à Comédia. C'était le journal le plus juif de Paris. Et aussi au Droit de vivre, le journal de Le Cache, et aussi au Figaro, pour le supplément littéraire. Mais il faut de l'argent. J'espère en obtenir de ma banque. Voulez-vous du lard? Il fait beau et froid et pas de charbon.
C'est la seule chose qui manque au Danemark, et aucune forêt. Que pense-t-on de l'avenir en France? On attend les élections, bien sûr. J'écoute tout ce que je peux à la radio, mais je n'ai jamais que Brazzaville et Londres en français. Jamais rien de Paris direct. Je vois que vous êtes en grande faveur littéraire. Il va falloir monter vos prix. Je vois que l'on manque toujours de papier. J'ai la main gelée, je vous quitte et je vous embrasse. H.C.